Cap sur le Liban pour commencer cette semaine à Beyrouth. Ils sont nombreux à vouloir sauvegarder le patrimoine architectural. En Croatie, regard sur le bilinguisme en Istrie. En Sardaigne, le village de Berkida célèbre le jazz chaque été. Enfin, la séquence mémoire et une découverte de la ville des pierres en Albanie, Gyrocaster. À Beyrouth, le boom immobilier de ces dernières années a contribué à changer le visage d'une ville déjà défigurée par les ravages de la guerre. Face à la pression démographique et à la spéculation, la ville étouffe et les buildings y poussent comme des champignons de façon chaotique. Situation qui alarme les amoureux du patrimoine. ONG, artistes et architectes se mobilisent. Avec Maher, ça commence toujours comme ça. Un regard, quelques secondes à peine, puis très vite, cette envie irrépressible de sortir son arsenal. Ça arrive souvent, Maher, que vous vous retrouviez comme ça dans la rue sur le capot d'une voiture à peindre? Oui, ça m'arrive assez souvent. C'est comme une méditation. C'est un moment où je suis totalement avec cette pauvre maison qui va disparaître un jour. Cette pauvre maison, comme elle dit, s'appelle en réalité la Maison Rouge, une bâtisse typique du Beyrouth du début du XXe siècle. Aujourd'hui, ses jours sont comptés. Alors Maher Nasrallah, peintre et architecte, tente de la retenir du bout de ses pinceaux. C'est une des rares maisons qui a encore un petit jardin avec un petit bassin d'eau, des arbres fruitiers, etc. On le sait que ces maisons-là ne peuvent pas rester. C'est contre toute la logique économique du pays. Un terrain à Beyrouth coûte tellement cher et la possibilité de faire 20 étages sur le sol de cette maison va contre le bon sens de la garder de la personne à qui ça appartient. Donc la logique commerciale, c'est de démolir ces maisons-là. Peindre les vieilles bâtisses de Beyrouth avant qu'elles ne disparaissent. Une catharsis pour Maher. En tout, elle a réalisé près de 150 aquarelles. Les chroniques, aussi gaies que nostalgiques des destructions annoncées. Il y a un respect qui manque vis-à-vis de notre culture et de notre héritage. Et ce respect de garder une part de cette mémoire, un peu comme on s'occupe de nos vieux. C'est-à-dire que quand ils sont un peu branlants, on ne les jette pas. On les aide, on s'occupe d'eux, on leur donne ce qu'il faut pour qu'ils continuent leur vie dignement. Donc pour moi, non, je ne suis pas du tout contre l'évolution, mais je suis avec la préservation respectable de ces maisons. Depuis la fin de la guerre, il y a près de 30 ans, ce sont des centaines de vieilles bâtisses qui ont été détruites, de style ottoman, mamelouk ou encore datant du mandat français. Avec elles, c'est tout un pan de l'histoire de Beyrouth qui disparaît, laissant la place la plupart du temps à ce type d'immeubles ultra-modernes. Partout dans Beyrouth, des tours en construction. Partout, ces grues qui n'en finissent plus de tourner. Une hérésie pour ces deux-là. Regarde leur slogan. Élégance, luxe, style et confort. Waouh! On dirait une pub pour un savon. Non, mais en plus, personne ne va habiter dans ces appartements. Il y a une tour dans le quartier d'Arshfayhed où un gars a acheté 15 étages, tous complètement vides. C'est du blanchiment d'argent, tout ça. De l'argent qui vient de la vente d'armes ou autre. On est connu pour ça, nous, ici au Liban. Face à cette spéculation sauvage, Neji et son amie Johanna ont créé une ONG spécialisée sur la question. Une sorte de vigie citoyenne. Régulièrement, ils sillonnent les rues de Beyrouth pour se tenir au courant de la situation. Et aujourd'hui, ils ne sont pas au bout de leur surprise. Ce palace, datant du début du 19e siècle, n'est plus que l'ombre de lui-même. C'est triste tout ça. Et alors, qu'est-ce que tu ressens? Bah,
Je me dis qu'ils sont fous. Ça ne rime à rien de laisser cet endroit dans cet état. Ils auraient pu en faire un restaurant, par exemple, ou une boutique hôtel. C'est dans cet état depuis 2014. Ils auraient croulé sous le profit s'ils en avaient fait quelque chose. Un désastre rendu possible selon eux par la loi libanaise, ou plutôt l'absence de véritable arsenal législatif pour protéger cet héritage. Il y a une loi qui existe, mais elle date du mandat français, 1933, je crois. Et elle ne protège automatiquement que les bâtiments qui datent jusqu'au XVIIIe siècle. Donc les conflits d'intérêts, en effet, font qu'on n'avance pas à ce niveau-là, parce que ceux qui font les lois, ce sont eux les investisseurs. Il y a beaucoup de politiques qui sont même spéculateurs immobiliers, c'est ça? Oui, énormément dans le Parlement, et même le chef du Parlement est lui-même un des plus grands investisseurs en real estate au Liban. Donc bien sûr, ils ne vont pas faire passer une loi qui va leur empêcher de faire des profits. Du haut de leur trentaine d'années, Neji et Johanna clament que la reconstruction de Beyrouth a fait plus de mal à la ville que la guerre qui a duré de 1975 à 1990. Pour mettre la pression sur leurs gouvernants, les équipes de l'ONG multiplient les actions médiatiques et les conférences. Certaines demeures ont été classées grâce à leur persévérance. Chaque maison sauvée de la destruction est une victoire pour eux. Au Liban, il y a peu de chances que le sursaut vienne des politiques, mais plutôt de cette jeune génération de Libanais. Éduqués, polyglottes, ouverts sur le monde, ils savent qu'il est possible de faire dialoguer héritage et modernité. C'est le cas de Karim Nader, un architecte en vue à Beyrouth. Il est chargé de la restauration de ce vieil immeuble des années 50. Il y avait un gentleman's club au 7e étage, un très beau lobby avec des ascenseurs. Il y avait des chaudières ramenées des États-Unis et donc vraiment le nec plus ultra de la technologie à l'époque. Aujourd'hui, cet édifice imposant et vieillissant, pas question pour autant de tout détruire comme cela se fait souvent à Beyrouth. En concertation avec le promoteur, Karim a décidé de sauvegarder la structure et tout ce qui en fait le charme. Mosaïques, colonnes, sol, tout en y apportant quelques touches ultra-modernes, comme pour l'éclairage par exemple. En fait, je ne voudrais pas trop éclairer non plus. Oui, voilà. Je voudrais qu'on puisse ressentir un peu aussi le côté obscur de l'endroit. Oui. De l'espace. Ça vous arrive souvent de travailler avec des architectes comme ça qui cherchent à garder l'âme du lieu? Alors quand on trouve comme ça, on s'accroche. Oui, parce que... Merci, Jade. Oui, c'est vrai, parce que c'est toujours... Faire des projets, les projets modernes, c'est facile de faire l'éclairage. C'est moderne, il y a l'architecture moderne, il y a les espaces qui sont modernes. C'est beaucoup plus facile. Mais ici, il y a un challenge. Et le challenge, c'est exaltant, si je veux dire le même mot. C'est là que ça commence à être intéressant. Le chantier va durer au moins 2 ans. Boutiques, appartements de luxe vont réinvestir cet immeuble jusqu'ici délaissé. Une façon de renouer avec un passé heureux que la guerre civile a eu tendance à effacer de la mémoire. J'ai très envie de faire un hommage, et surtout à une époque où Beyrouth était vraiment dans une période d'âge d'or, et il y avait une telle joie de vivre dans ce pays que je n'ai pas vécu parce que je suis née avec la guerre. Et donc j'aimerais beaucoup pouvoir donner à Beyrouth cette icône de l'âge d'or, et peut-être inspirer une réconciliation de différentes façons et un nouvel âge d'or, je l'espère. Avec son équipe de jeunes architectes, Karim s'efforce de faire de ce chantier un succès. Redonner vie à ce bâtiment en lui insufflant un nouveau souffle, faire du neuf avec du vieux, ce pari architectural a ici des allures de défi idéologique. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez prouver aussi aux promoteurs libanais? Que c'est possible de redonner vie à un vieil immeuble, une vieille bâtisse? Je pense que c'est certainement un exemple qui permet de dire que c'est possible d'allier des attentes commerciales avec une ambition historique et architecturale. C'est une bonne négociation d'avoir pu arriver à cet endroit où esthétique, histoire et promotion peuvent se retrouver. Karim le sait, ce chantier aura valeur de test. S'il réussit, d'autres promoteurs pourraient être tentés à l'avenir de restaurer des immeubles anciens plutôt que de les détruire. Karim, Johanna, Naji ou encore Maha, tous à leur façon tentent d'alerter sur la situation alarmante du patrimoine architectural libanais. Au-delà des pierres,
C'est bien la mémoire et l'âme de Beyrouth qui risquent de disparaître à jamais. On la surnomme la Toscane croate. La région de l'Istrie au sud du pays possède 2 langues officielles, le croate et l'italien, un bilinguisme généralisé lié à 2 cultures mais qui ne fait pas forcément l'unanimité dans le reste du pays. Le marché de Pula au petit matin. Cette ville de 60 000 habitants au sud de l'Istrie est symbolique de cette région atypique. Une région croate surnommée la Toscane de l'Adriatique. Au détour de chaque conversation, les langues croates et italiennes se mélangent le plus naturellement du monde. Il ne faut pas oublier que cette région de l'Istrie ne fait partie de la Croatie que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Avant, ce territoire était partagé entre la République de Venise et l'Empire austro-hongrois, l'Italie ne conservant, au bout du compte, que la ville de Trieste. Les anciens ici pratiquent aussi un dialecte, l'istrien, plus proche de l'italien dans ses sonorités que du croate. Très souvent, autour d'un café bienvenu, les chants traditionnels accompagnent ces matinées dans ce marché de Pula. Le bilinguisme à Pula et en Istrie est non seulement essentiel, mais surtout il s'avère indispensable. Nos plus importants partenaires commerciaux sont les Italiens. C'est pourquoi lorsque l'on maîtrise ces 2 langues, tout est alors beaucoup plus facile au quotidien. L'autre raison est historique. Pendant près de 8 siècles, l'Istrie a vécu sous domination italienne. Et à l'école, on a toujours appris l'italien, le plus normalement du monde. 10% de la population en Istrie est d'origine italienne. Dans cette ville de Pula, plus qu'ailleurs, le bilinguisme s'est généralisé. Cette cité vieille de 3 millénaires regorge de vestiges de l'époque romaine. Ces monuments représentent l'une des principales attractions touristiques. Les visiteurs dans ces rues sont logiquement plongés dans une ambiance de dolce vita. À partir de ce constat, les responsables politiques locaux ont toujours privilégié la pratique à parité des 2 langues, l'italien et le croate. Depuis toujours, la ville de Pula a vécu avec le bilinguisme. Dès l'école, bien sûr, mais aussi dans tous les aspects de la vie sociale. On le vit le plus naturellement du monde. On ne se pose même plus la question de la pratique des 2 langues, italienne et croate. Par exemple, toute notre signalétique se fait dans les 2 langues. Le statut de notre ville autorise tous les citoyens à employer aussi bien l'italien que le croate, selon leur convenance. Les services de l'administration chez nous ont l'obligation de répondre dans les 2 langues, suivant les différentes demandes. Tous nos documents officiels sont établis en croate, mais aussi en italien. La Voce del Popolo est le seul journal italien diffusé hors de la péninsule. On le trouve en Slovénie et bien sûr en Croatie. Il s'adresse en premier lieu à la communauté italienne sur place. Un bureau décentralisé de ce quotidien fonctionne à Pula, comme pour mieux souligner l'importance et l'influence de la population italienne dans cette ville. Tous les collègues maîtrisent aussi bien l'italien que le croate. Mais quelquefois, dans nos rapports avec l'administration locale, nos amis journalistes croates ont un léger avantage sur nous. Mais pour ce qui est du traitement de l'information sur la communauté italienne, très présente en Istrie, on prend notre revanche, en toute amitié bien sûr. Une complicité entre les communautés italiennes et croates que l'on retrouve aussi en fin de semaine dans les bars du centre-ville. Une dimension sociale qui prend son origine dans leur histoire commune. En Istrie, le mélange entre ces 2 populations se caractérise avant tout par un respect mutuel. Dans les écoles de Pula, comme pour le reste de l'Istrie, on apprend automatiquement l'italien dès le primaire vers 6 ou 7 ans. La population d'origine italienne ne parle presque exclusivement que sa langue maternelle et fait rarement l'effort d'apprendre le croate.
La plupart d'entre nous parlent d'abord le croate à la maison. Mais ici, au lycée, on pratique aussi bien évidemment l'italien. Dans les écoles, à Pula, on utilise les deux langues. Après, on s'adapte toujours aux personnes avec qui on parle, soit l'italien, soit le croate. Mais quand on quitte l'Istrie, on n'utilise que le croate. Fondée en 2006, l'Université publique de Pula compte aussi un département pour les études dans la langue italienne. Les élèves originaires de l'Istrie sont évidemment bien mieux préparés que les autres dans ce contexte-là. Tous les étudiants de la région d'Istrie, qui maîtrisent aussi bien l'italien que le croate, ont un avantage certain, surtout ceux venus d'autres régions de la Croatie. Comme par exemple ceux qui viennent de la frontière slovène et qui ne pratiquent pas l'italien. Ils ont alors besoin d'une remise à niveau. On voit bien que les étudiants bilingues sont avantagés. Cette politique offensive sur la pratique du bilinguisme en Istrie, si elle prend ses origines dans l'histoire et le patrimoine culturel de cette région, obéit aussi à des raisons strictement économiques. À l'image de la ville côtière de Rovinj, un des plus hauts lieux touristiques de la Croatie. Un charme à nul autre pareil et une population locale qui a su s'adapter face aux enjeux d'une économie touristique très présente. Pour nous, c'est indispensable de parler et de maîtriser plusieurs langues, pas seulement le croate et l'italien. Il ne faut pas oublier que le tourisme est un secteur économique essentiel pour notre pays. Il faut savoir accueillir le mieux possible tous nos visiteurs. Mais pour l'italien, c'est différent. On le maîtrise naturellement en Istrie. Et quand les touristes italiens viennent chez nous, ils ont l'impression d'être à la maison. Tout notre système éducatif est basé sur la pratique du bilinguisme italien-croate. C'est pourquoi, grâce à cela, les Italiens se sentent à l'aise en Istrie. L'Istrie reste une région riche et prospère. Elle est financièrement autosuffisante. Le gouvernement central de Croatie ne voit pas forcément d'un bon œil cette volonté d'égalitarisme dans l'usage du croate et de l'italien pour cette région. Une différence évidemment symbolique avec le reste du pays. Bien sûr, la ville de Pula, comme l'ensemble de l'Istrie, fonctionne différemment du reste de la Croatie. Nous sommes les seuls à avoir officialisé la pratique du bilinguisme. On ne peut pas oublier notre histoire. C'est notre devoir et notre responsabilité de permettre à tous les citoyens chez nous d'utiliser les deux langues comme ils le souhaitent. En avril 2001, le ministère croate de la Justice a décidé, face aux pétitions nationalistes venues du reste de la Croatie, de suspendre certaines dispositions du statut de la région d'Istrie, notamment des mesures restrictives sur l'usage de la langue italienne dans le domaine public. Pour l'instant, les responsables politiques locaux ne tiennent pas trop compte de ces mesures imposées par Zagreb. L'Istrie entend jouer la carte de la différence par rapport au reste de la Croatie, un atout évident pour le devenir de ce territoire si particulier. La Sardaigne est une île de fêtes populaires et de tradition, mais peu à peu le jazz s'est imposé dans le petit village de Berkide. Ici, désormais, les plus grands jazzman du monde se retrouvent en été pour des concerts à ciel ouvert. Un son venu d'ailleurs, un décor insolite. Bienvenue à Time in Jazz. Un festival de musique et de jazz, l'un des plus importants de la Sardaigne. Depuis 30 ans, le rendez-vous est incontournable. Chaque été, il draine des milliers de spectateurs. L'aspect important, c'était la valorisation de Berkide. Un endroit qui méritait d'être visité par les touristes. L'idée était un peu osée, exagérée. Elle consistait à allonger la saison touristique. Berkide, c'est aussi une forte tradition viticole. Le Vermentino constitue sa principale production. D'ailleurs, un musée lui est totalement dédié.
le musée Odelvin retrace la fabuleuse histoire du vin blanc italien le plus connu dans le monde. À Berchida, le vermentino, c'est une tradition, une grande tradition. La majorité des familles ont une vigne. Elles produisent le vermentino de Gallura. Elles produisent aussi d'autres types de vins. Mais le vin principal, c'est le vermentino de Gallura. Le concept a été pensé et développé par cet homme, Paolo Freise. Trompettiste de son état, l'enfant de Berchida a parcouru le monde à la rencontre de tous les genres musicaux et des plus prestigieux musiciens de jazz. Le jazz, sa musique de prédilection, celle qui l'a propulsé sur le devant de la scène internationale il y a 40 ans déjà. La musique, c'est au service du quotidien de la société et on peut raconter, je pense, à travers la musique, des messages très importants. Donc la musique d'abord, bien sûr, mais derrière la musique, il y a beaucoup de messages pour un festival qui s'ouvre beaucoup vers la réalité d'aujourd'hui. Chaque édition se rapproche d'un thème différent. Ainsi, Time in Jazz voyage à travers les nouvelles tendances, mais toujours attentif au langage contemporain en perpétuelle relation avec son territoire, son peuple et ses traditions. La séquence mémoire cette semaine nous conduit sur les chemins escarpés de Gjirokastër, surnommée la ville aux 1000 marches en Albanie, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2005 pour son riche passé architectural. C'est la ville natale du célèbre écrivain Ismaël Kadare. C'était une ville étrange qui, tel un être préhistorique, paraissait avoir surgi brusquement dans la vallée par une nuit d'hiver pour escalader péniblement le flanc de la montagne. Tout dans cette ville était ancien et de pierre, depuis les rues et les fontaines jusqu'au toit des grandes maisons séculaires, couverts de plaques de pierre grise, semblables à de gigantesques écailles. Ces lignes sont extraites du livre d'Ismaël Kadare, Chronique d'une ville de pierre, publié en 1971. Une chronique largement autobiographique qui retrace la vie d'une petite ville du sud de l'Albanie dans les années 40. Cette ville s'appelle Gjirokastër. Après que Gjirokastër ait été reconnu par l'UNESCO, nous avons enfin pu commencer à faire des travaux de réhabilitation. Nous avons débuté par la restauration des maisons les plus anciennes. Avec cette inscription de notre ville dans la liste des sites protégés, c'est une époque de renouveau qui s'annonce. Car cette ville de pierre, qui appartient désormais à l'héritage culturel de notre humanité, menaçait ruine à la fin du XXe siècle. Malheureusement, la municipalité de Gjirokastër n'a pas les moyens financiers de réhabiliter toutes les maisons. Et de son côté, l'État albanais fait selon ses possibilités, qui sont restreintes. Depuis 2005, le budget alloué à la restauration de Gjirokastër atteint quand même près de 3 millions de dollars. Mais c'est largement insuffisant pour lutter contre le temps et ses outrages. Les maisons de Gjirokastër sont fortifiées. Vous avez vu l'épaisseur des murs. Cela demanderait des sommes colossales et des investissements énormes de les remettre tout en état. Mais avec le développement du tourisme et l'attrait que représente la ville désormais, nous espérons pouvoir faire mieux. Pour financer tous ces travaux, Sadi Petrella fait appel à des fonds privés venus principalement de Suisse et de Suède. Mais les généreux donateurs ne sont pas pour autant des philanthropes. En échange de la réhabilitation de leur maison, les propriétaires acceptent de les prêter gracieusement pendant 5 ans à l'association qui ensuite les loue pour les faire revivre.
Vous attendez peut-être que je vous dise que l'argent est le principal problème. En réalité, si j'en crois mes 6 années d'expérience dans cette ville, je sais que l'argent peut être trouvé lorsqu'existe la volonté de travailler ensemble. Les véritables défis sont la coopération et la coordination. De toutes les villes d'Albanie, Gjirokastër est celle qui attire le plus les touristes étrangers. Un revenu financier non négligeable qui devrait permettre d'ici quelques années de sauver définitivement la ville de pierre, chère au cœur d'Ismaël Kadaré. Méditerranéo est terminé pour cette semaine. À bientôt pour de nouvelles découvertes en Méditerranée.